Bonjour à tous. Nous, Catherine, François et moi-même, Nathalie, avons le plaisir de vous présenter le vétérinaire, un acteur du concept One Health. Notre intervention a pour objet de vous présenter très brièvement le concept One Health et de vous illustrer au travers de 3 exemples différents comment le vétérinaire est impliqué dans ce concept One Health et notamment en traitant le vétérinaire, acteur dans la prévention des maladies infectieuses, le vétérinaire, acteur dans la lutte contre les résistances microbiennes, et le 3e exemple choisi est le vétérinaire, acteur de la sécurité alimentaire. Le concept One Health est né des différentes crises sanitaires mondiales comme l'encéphalopathie spongiforme bovine ou encore l'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène. Ce concept considère que la santé animale, la santé humaine et la santé de l'environnement sont étroitement liées. Il souligne la nécessité d'une approche holistique de la santé et donc le besoin de faire travailler et de faire collaborer différents professionnels de la santé, comme les médecins, les vétérinaires, mais aussi les professionnels de l'élevage, de l'agronomie, de l'agroalimentaire et d'autres professionnels. Tout ceci dans un but de mettre en place de façon raisonnée et concertée des programmes de maîtrise et de gestion collective des problèmes sanitaires à l'échelle locale, nationale et internationale afin d'améliorer la santé publique. Ce concept, renforcé depuis les années 2000 par l'OMS, l'OIE et la FAO, n'est pas un concept nouveau. En effet, à la fin du XIXe siècle, en France, les membres de la bande à Pasteur, comme ici Alexandre Yersin à gauche et Camille Guérin à droite, faisaient déjà vivre ce concept One Health. Rappelons que le patron lui-même, c'est-à-dire Louis Pasteur, chimiste et physicien de formation, travaillait à l'amélioration aussi bien de la santé animale que de la santé humaine par ses travaux qui finalement partaient aussi bien du travail sur la fermentation que des travaux plus sur les maladies du ver à soie. Et Yersin, quant à lui, médecin, était responsable du contrôle des denrées alimentaires sur le bateau qu'il amenait en Asie. Et Camille Guérin, que l'on voit ici à droite, œuvrait avec donc Calmette à la mise au point d'un vaccin contre la tuberculose humaine. Nous venons de voir que l'approche One Health met fortement l'accent sur l'action transdisciplinaire et multisectorielle en faisant intervenir différentes professions pour assurer le bien-être de l'homme, le bien-être des animaux et la santé de leur écosystème en tenant compte des interfaces entre les trois. Au travers des exemples choisis, nous allons voir que le vétérinaire est véritablement un acteur majeur dans ce concept et notamment dans la prévention des maladies infectieuses chez l'homme. Les zoonoses sont l'exemple des maladies infectieuses qui intéressent à la fois les médecins et les vétérinaires. De nombreux articles scientifiques démontrent que divers facteurs comme l'intensification de l'élevage, la mondialisation des échanges, les produits animaux, les déplacements humains, les modifications de l'environnement telles que la déforestation ou encore le réchauffement climatique concourent à l'émergence des maladies infectieuses chez l'homme et que parmi ces maladies infectieuses émergentes chez l'homme, entre 1940 et 2000, 60% de ces maladies
émergentes sont des zoonoses et qu'une très grande majorité de ces maladies sont issues de la faune sauvage. Donc on voit bien ici que le vétérinaire est un acteur majeur de la surveillance, de la prévention et du contrôle des maladies chez les animaux qui peuvent être source de danger pour l'homme. La rage est un exemple type de l'approche multisectorielle, un monde, une santé. Aujourd'hui encore, l'OMS déclare entre 50 et 60 000 décès par an dans le monde. Sachant que la stratégie commune de l'OMS, de la FAO et de l'OIE, qui est tous unis contre la rage et qui a pour objectif d'atteindre le zéro décès humain en 2030, montre que le vétérinaire est au cœur de cette stratégie en assurant la vaccination des animaux contre la rage, en suspectant cette maladie chez l'animal ou encore en assurant la surveillance de l'animal mordeur. Au travers des programmes de surveillance, de prévention et de contrôle, le vétérinaire contribue donc à préserver à la fois la santé animale et celle de l'homme pour les zoonoses, mais il contribue aussi à faciliter le commerce national et international en garantissant la sécurité, la loyauté, la qualité de ces échanges. C'est à lui aussi que revient la garantie d'une sécurité alimentaire, c'est-à-dire une suffisance alimentaire, assurer donc la quantité de protéines, de denrées animales et la qualité de ces denrées. C'est aussi le vétérinaire qui, en maintenant la bonne santé des animaux, va contribuer au bien-être de ceux-ci, répondant bien évidemment à une forte demande sociétale et également en répondant aux éleveurs, en améliorant les performances zootechniques et économiques de leur élevage. Je passe maintenant la parole à mon collègue François pour qu'il vous parle des vétérinaires acteurs de la lutte contre les résistances microbiennes. Merci Nathalie. Effectivement, un autre front de lutte des médecins vétérinaires est le combat contre les résistances microbiennes. Véritable épée de Damoclès au-dessus de la santé humaine et de la santé animale, avec un réel risque d'impasse thérapeutique et en conséquence de mortalité importante de les années qui viennent. Il est notamment connu maintenant qu'environ 700 000 personnes par an, dont 25 000 rien qu'en Europe, meurent d'infections dues à des bactéries résistantes à notre arsenal d'antibiotiques. En effet, depuis de nombreuses années, les antibiotiques, qui nous intéressent principalement ici, même si des problèmes de résistance existent aussi pour les antiviraux et les antiparasitaires, mais ces antibiotiques ont été utilisés massivement, tant chez l'animal que chez l'humain, dans la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses, avec parfois des traitements trop courts ou des traitements trop longs, ou encore des traitements avec une posologie inadaptée. Maintenant, leur usage chez l'animal est essentiellement métaphylactique et curatif, surtout pour les antibiotiques à usage critique, où l'utilisation préventive est strictement interdite. Les usages métaphylactiques étant en fait un traitement des animaux cliniquement malades et des autres animaux d'un même groupe qui sont encore cliniquement sains, mais avec une forte probabilité d'être infectés à cause de leur contact étroit avec les animaux malades, et le curatif étant le traitement individuel ou collectif des animaux présentant les symptômes de la maladie. En ce qui concerne maintenant les antibiotiques et leur usage en tant que de facteur de croissance, cet usage est interdit depuis 2006 en réponse à la directive européenne 96/22/CE qui a été modifiée depuis lors par d'autres directives. Alors maintenant, si on se penche plus particulièrement sur les antibiotiques et l'alimentation humaine, il est maintenant aussi interdit de décontaminer des denrées alimentaires d'origine animale, les fameuses DAOA, par des moyens chimiques.
Cette interdiction est basée à nouveau sur un règlement européen, le règlement CE 853-2004 du paquet hygiène, qui stipule très précisément que les exploitants du secteur alimentaire ne doivent utiliser aucune substance autre que l'eau potable ou éventuellement l'eau propre pour éliminer la contamination de la surface des denrées alimentaires d'origine animale. Les antibiotiques sont donc strictement interdits et certaines substances, comme l'acide lactique, peuvent, elles, en vertu du règlement 101/2013 de la Commission européenne, être utilisées dans cet usage. Nous voyons maintenant ici un schéma qui vous présente quelques mesures et doses importantes relativement à la présence des résidus d'antibiotiques dans les denrées alimentaires d'origine animale. Sont représentées notamment la dose sans effet microbiologique exprimée en milligrammes kilo jour, qui permet d'arriver à la dose journalière admissible et ensuite à la limite maximale de résidus à ne pas dépasser dans les délais d'abattage minimum pour y arriver. Ici, à nouveau, le vétérinaire a un rôle prépondérant dans le choix de l'antibiotique qui va être utilisé dans la traçabilité de cette prescription, dans le respect du temps d'attente par les différentes personnes impliquées dans le processus, et ça c'est également extrêmement important. En effet, il est tout à fait capital que l'on ne retrouve pas de traces d'antibiotiques pouvant permettre la sélection des bactéries résistantes à ces antibiotiques dans nos flores microbiennes et dans notre environnement, jusque dans les nappes phréatiques qui pourraient être contaminées également. J'en profite au passage pour insister aussi sur le rôle du vétérinaire en tant qu'acteur de la protection de notre environnement et de la biodiversité qui est associée, par des pratiques compatibles avec le maintien de la qualité de celui-ci. En effet, trop souvent, nous oublions que la médecine est née de la nature. Nous rappellerons également aussi que les antibiotiques ne sont pas tous logés à la même enseigne. En effet, certains antibiotiques sont qualifiés d'antibiotiques d'importance critique. Ce sont deux catégories d'antibiotiques essentiellement, ceux particulièrement générateurs de résistance bactérienne, comme par exemple les céphalosporines ou encore les fluoroquinolones, et ceux utilisés en dernier recours, comme la daptomycine contre les bactéries à gram positif, ou encore les pénèmes contre les bactéries à gram négatif. L'usage de ces antibiotiques est maintenant strictement réglementé, selon le décret 2016-317 du 16 mars 2016 sur la prescription et la délivrance, et donc restreint à l'usage métaphylactique ou curatif, et cela uniquement en l'absence de médicaments suffisamment efficaces ou adaptés pour traiter la maladie diagnostiquée, ou encore à prendre en considération que l'usage préventif est strictement interdit, et un usage métaphylactique uniquement si est suspecté une maladie présentant un taux élevé de mortalité et de morbidité pour laquelle, en l'absence de traitement précoce, une propagation rapide aux animaux est inévitable. Alors, tout ça est bien, toute la prescription est bien soumise à 4 conditions. Alors, ces 4 conditions sont importantes, néanmoins, je ne vais pas m'attarder ici sur celle-ci, et je continuerai plutôt sur le fait qu'en médecine vétérinaire, la mise en place des plans éco-antibio 1 et 2 a permis de réduire considérablement l'utilisation des antibiotiques, néanmoins avec certaines différences selon les filières concernées. Et ici, sur le schéma, nous voyons donc les chiffres relatifs aux antibiotiques avec le tonnage d'antibiotiques vendus et l'ALEA. La LEA, qui est encore une mesure plus intéressante, qui est l'Animal Level of Exposure to Antimicrobials, c'est-à-dire le niveau d'exposition des animaux aux antibiotiques. Nous voyons, en ce qui concerne les tonnages d'antibiotiques vendus, que le porc était en première place dans les rapports de l'ANSES, rendus publics en 2014, et qu'en ce qui concerne la LEA, ce n'était non plus le porc qui était en première place, mais plutôt le lapin suivi de la volaille. Rappelons néanmoins que ces animaux sont nettement moins exposés que par exemple certains crustacés,
dont l'élevage est important en Asie. Nous voyons ici, et c'est assez heureux, que donc depuis plusieurs années, l'achat d'antibiotiques et donc in fine leur usage a diminué assez fortement. Néanmoins, avec un petit regain en 2014, anticipant un accès plus difficile à ces antibiotiques pour un usage de plus en plus réduit, bien évidemment. On peut donc dire que globalement, en médecine vétérinaire, la situation s'améliore grâce à un bon travail des vétérinaires, mais également des éleveurs et de tous les autres acteurs associés. Alors, bon, si on veut maintenant transformer l'essai, si on veut encore aller plus loin, il est extrêmement important de réfléchir à d'autres voies. Il serait notamment judicieux de revisiter les AMM, les autorisations de mise sur le marché, de revoir la pharmacocinétique, les posologies utilisées, les durées de traitement, mais il serait également judicieux d'optimiser les systèmes de distribution des antibiotiques, ou encore d'améliorer les techniques de diagnostic et les techniques de dépistage. Il serait aussi particulièrement intéressant d'améliorer les pratiques sanitaires de prévention. Et également de recourir, sur une base scientifique solide, à des traitements alternatifs ou des méthodes alternatives qui peuvent être préventives aussi, ayant recours notamment à la phytothérapie, l'aromathérapie ou les pré- et probiotiques. Je terminerai ici, avant de passer la parole à ma collègue Catherine, sur l'importance également de mesures préventives comme la vaccination. La vaccination qui nous vient donc de travaux déjà assez anciens, réalisés par Édouard Jenner, mais également Lady Montagu. Et puis on voit ici des membres de la bande à Pasteur, à nouveau, qui étaient en compétition à l'époque avec les membres de l'équipe de Koch en Allemagne. Et donc ces vaccins sont également extrêmement intéressants pour aller encore plus loin dans la réduction de l'usage d'antibiotiques et dans l'amélioration de la santé de nos animaux, avec aussi une amélioration in fine de la santé des humains. Je te passe la parole maintenant, Catherine. Merci François. Alors maintenant, nous allons voir la place du vétérinaire comme acteur de la sécurité sanitaire des aliments. Alors nous allons voir qu'effectivement, du fait des impacts sanitaires et sociaux des crises liées aux denrées, particulièrement aux denrées animales, comment, dans un contexte très réglementé, le vétérinaire, mais également les acteurs de l'élevage et de la transformation peuvent agir. Pour illustrer ces propos, nous allons prendre un exemple sur la production de volailles de chair, mais bien entendu, tous les principes qui vont être développés visent à maintenir un haut niveau de sécurité sanitaire des aliments dans tous les systèmes de production, quels qu'ils soient. Les maladies d'origine alimentaire, que l'on appelle en général les MOA, constituent la première cause de morbidité humaine dans le monde. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, la contamination de denrées contaminées provoque 600 millions de malades, 420 000 décès dont un tiers d'enfants et 33 millions d'années de vie en bonne santé en moins. Au sein de l'Union européenne, sur la période 2014-2016, c'était un peu plus de 562 000 cas notifiés, c'est-à-dire des cas détectés, des cas déclarés et des cas instruits de maladies d'origine alimentaire en Europe. Comme leur nom indique, les maladies d'origine alimentaire sont liées à la contamination d'une denrée qui va être consommée. Cette contamination peut être due à un danger chimique, ça peut être un contaminant par un polluant de l'environnement, exemple les dioxines, par la présence de mycotoxines liées à la présence de moisissures, par des accidents de la transformation des denrées, par exemple les nitrites, ou par la présence de résidus d'intrants, même si nous l'avons vu, normalement lors d'usages bien maîtrisés, ces résidus ne sont pas présents. Les dangers peuvent être biologiques, ce sont des bactéries, des virus, des parasites, des agents non conventionnels tels que le prion, qui ont des effets néfastes sur la santé du consommateur. Ce sont également des dangers chimiques, mais que l'on classe dans les dangers biologiques parce qu'ils sont liés à des bactéries et à des algues. Selon un rapport public interministériel français sur les plans de contrôle, pour la période 2016-2020,
la sécurité sanitaire des aliments est aujourd'hui globalement maîtrisée en France et en Europe. Cependant, comme l'illustre le graphe que vous avez ici, de données issues de l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments en 2014, et le constat n'est pas que sur 2014 mais sur plusieurs années, les denrées animales et d'origine animale sont en part relative les plus fréquemment incriminées dans les maladies d'origine alimentaire liées à des dangers biologiques. En revanche, les derniers épisodes d'épidémie d'ampleur liés aux denrées végétales et d'origine végétale appellent à une vigilance accrue. Cette vigilance, elle doit se faire vis-à-vis de risques nouveaux et émergents. Il ne s'agit pas spécialement de nouveaux dangers, non plus de dangers connus pour lesquels on a réévalué la toxicité, pour lesquels on découvre que des capacités de résistance augmentent, mais c'est une vigilance vis-à-vis de nouveaux procédés développés par les opérateurs et aussi de nouveaux comportements alimentaires. La vigilance aussi, elle doit se tenir vis-à-vis du risque de défiance du public qui est généré par les différentes crises. Aujourd'hui, en Europe, la priorité absolue est à la sécurité et à la santé des populations au travers de leur alimentation et de l'alimentation également des animaux qui vont nous nourrir. Depuis la mise en place du paquet hygiène en 2004, la sécurité sanitaire des denrées a pour principe fondateur la maîtrise de la contamination par la prévention de l'introduction du danger. En effet, comme François vous l'a dit précédemment, il est strictement interdit de pratiquer des procédés chimiques qui viseraient à abaisser le niveau de contamination d'une denrée. Par ailleurs, cette maîtrise de la contamination, elle doit se raisonner dans une vision systémique de la chaîne alimentaire. Alors, cette chaîne alimentaire, elle s'envisage comme l'itinéraire de la denrée selon 3 grandes étapes. La première, c'est celle de l'élevage des animaux, de la culture des végétaux, qui va permettre de mettre sur le marché un produit primaire. Par exemple ici, le poulet de chair prêt à être abattu. Ce produit va être transformé dans une ou plusieurs entreprises agroalimentaires et cette deuxième étape va permettre d'obtenir toute la diversité des denrées que nous connaissons. Ces denrées, ainsi plus ou moins élaborées, vont entrer dans la troisième étape, dite de commercialisation-distribution. Elle va comprendre les points de restauration et les différents points de vente. Cette chaîne englobe également les fournisseurs d'intrants, c'est-à-dire tous les éléments nécessaires au système de production, notamment les aliments pour nourrir nos animaux de production, les additifs, les produits de traitement, les produits de nettoyage. Et toute cette chaîne, dans son ensemble, doit viser, et également à chacune de ces étapes, à mettre sur le marché une denrée qui est sûre, qui est saine, qui est tracée et qui est loyale. Depuis très longtemps, les premières traces remontent au XIVe siècle. Ce lien entre la santé des animaux de production, leur élevage et les maladies du consommateur est fait et il place ainsi progressivement le vétérinaire comme l'acteur compétent par sa connaissance des maladies et son expertise post-mortem. Ainsi, depuis le XIXe siècle, les vétérinaires sont chargés de l'inspection des viandes qui s'est élargie à l'ensemble des contrôles officiels des denrées. Dans le début des années 90, la réglementation responsabilise les exploitants du secteur alimentaire en affirmant la place des bonnes pratiques d'hygiène. Ce qui préfigurait, avec son renforcement dans les années 2000, puis également avec le paquet hygiène dans les années 2004, le plan de maîtrise sanitaire, le PMS, que nous connaissons aujourd'hui. L'hygiène, elle s'entend comme l'ensemble des mesures et des conditions qui sont nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir donc ce caractère propre à la consommation humaine. Cette hygiène, elle positionne clairement 4 grands points d'action qui sont ici résumés sur cette diapositive. Mais je vais notifier plus particulièrement 2 d'entre eux. Le premier, c'est le renforcement de la formation à la biosécurité et la prévention des contaminations chimiques. À ce titre, la visite sanitaire, qui est réalisée par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, et telle qu'elle est pensée dans le paquet hygiène,
c'est une très belle opportunité d'évaluer avec le vétérinaire et l'éleveur la maîtrise et la compréhension des mesures d'hygiène qui sont mises en œuvre. Le deuxième point à évoquer, c'est cette notion de transmission d'informations avec une réciprocité de l'amont vers l'aval de la filière et de l'aval vers l'amont de la filière. C'est ce que l'on appelle l'information pertinente sur la chaîne alimentaire, ou encore appelée l'ICA. Enfin, le contrôle. Le contrôle, sa transparence et la coopération qu'il doit amener entre les acteurs de la chaîne est aujourd'hui un élément très important qu'il ne faut pas voir seulement comme le contrôle officiel et l'inspection, mais comme toutes les actions que l'on va pouvoir mettre en œuvre pour détecter, pour surveiller, pour vérifier. Tout au long de la chaîne alimentaire, cette approche axée sur la connaissance des dangers et sur les risques, elle va autoriser une certaine flexibilité des organisations. Ainsi, cette diapositive vous illustre les différents contrôles qui vont être mis en œuvre aux différentes étapes de la chaîne alimentaire. Vous pouvez voir que ces contrôles peuvent concerner la denrée elle-même, ou les systèmes de production, ou l'environnement de la denrée. Certains de ces contrôles, en vert sur cette diapositive, sont des contrôles réglementés, ils sont du domaine des contrôles officiels vétérinaires, et d'autres, finalement, bien plus nombreux, en bleu et en violet sur cette diapositive, relèvent de ce que l'on appelle les autocontrôles. La méthode HACCP, soit dans une version allégée que l'on peut conduire en élevage, soit dans sa version complète que l'on conduira dans les entreprises agroalimentaires, reste un outil très efficace pour conduire cette analyse des dangers et organiser ces contrôles. L'objectif premier de ces contrôles est de ne pas mettre sur le marché, vous l'avez compris, une denrée qui est manifestement dangereuse et d'en pratiquer son retrait, c'est-à-dire de la retirer de la chaîne alimentaire. Là encore, cette diapositive illustre aux 3 étapes principales les principaux éléments de contrôle qui conduiront à retirer le poulet ou la carcasse ou les différents produits transformés de la chaîne alimentaire. Tous ces contrôles et toutes les conduites qui seront tenues du fait de ces contrôles reposent toujours sur une démarche diagnostique, en fonction du risque de santé animale, en fonction du risque de santé humaine, de sécurité de l'environnement et n'oublions pas de la qualité aussi des denrées. Ces contrôles ont vocation également à informer, à prévenir en cas de contamination suspectée ou avérée. Là encore, vous avez des exemples qui sont mis en avant. Si nous revenons sur cette fameuse fiche d'information sur la chaîne alimentaire, la fiche d'ICA, elle a vocation d'être sous la responsabilité de l'éleveur et d'être transmise vers l'abattoir, et elle permet en fait de pouvoir identifier des risques d'erreur, par exemple sur des prescriptions, et qui pourraient entraîner un défaut de sécurité chimique. Elle permet aussi d'apporter des informations sur des détections de portage de dangers qui ne se voient pas ou qui ne se voient plus du fait de traitements en élevage, mais qui sont présents chez les animaux et qui nécessitent, lorsqu'ils arriveront à l'abattoir, des mesures particulières d'hygiène. Sur l'aval de la filière, on va retrouver des critères microbiologiques qui, lorsqu'ils seront dépassés, déclencheront des alertes, particulièrement si ces critères concernent des éléments de sécurité. Enfin, et pour finir, dans une situation finalement qu'on souhaite la moins fréquente possible, ces contrôles, c'est eux qui autorisent de retirer du marché les denrées dangereuses, c'est le fameux rappel produit. Et vous avez ici 4 exemples, 2 sur la colonne de gauche qui sont des rappels produits du fait de présence de risques chimiques. Vous voyez l'un justement lié à une erreur de traitement thérapeutique, l'autre à l'incorporation d'un danger chimique très particulier, et sur la colonne de droite, la présence de dangers biologiques assez bien connus, des salmonelles ou des listeria monocytogenes. Voilà, je vais maintenant repasser la parole à Nathalie qui va conclure cette conférence. Donc, merci à tous de votre attention et nous espérons que cette présentation vous a plu et vous a bien illustré le rôle du vétérinaire au cœur de ce concept One Health
qui appelle aujourd'hui à une plus grande place à la prévention et à la coopération. Car en effet, le concept One Health est avant tout une affaire d'équipe. Nous vous remercions.